destination très spéciale. Je vous emmène aux quatre coins de l'Alsace. Êtes-vous déjà descendu dans une mine? Je vous servirai de guide dans une mine d'argent de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Pour démarrer, c'est notre ami Huguette Dracaus qui va nous livrer sa recette des galettes de pommes de terre à Haguenau. Voilà, on s'est mis au boulot. Moi, je pense que je vais perdre au moins un doigt, si ce n'est deux. Huguette, les galettes de pommes de terre, c'est ta Madeleine de Proust? C'est ma Madeleine de Proust, et surtout très vite fait, avec des ustensiles tout à fait archaïques. Hein. Ça, on peut le dire. Hein. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Je crois que ma râpe, elle a 30 ans. Elle est toujours aussi aiguisée, elle n'a pas passé chez le rémouleur. Et elle fait toujours les pommes de terre exactement à la consistance qu'elle va avoir pour faire les galettes. Und du hast mit den Krummbeeren, was habe ich nur eine Maschine? Ich habe sie für sie schälen, ich habe sie für sie rappen, ich habe sie für sie in Frittchen schneiden, alles kalibriert, ich habe sie für sie Blätteln, für den Gratin, ich habe extra Brot, eine Gratineuse, ich habe eine Fritteuse, ich habe alles zusammen, was du willst. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on sache de Huguette Dracaus qu'on ne sait pas encore? Ben déjà que c'est ma maman qui a des petits-enfants qui grouillent par là, qui sont des petits soleils et qui savent mener la vie et qui ont des idées, qui ont des yeux qui pétillent, qui sont curieux. Et tu es une éternelle enfant, c'est ce que tu me disais. Ben, j'ai toujours été avec des enfants. J'ai toujours été avec des enfants. Même adulte, j'étais prof, donc j'étais avec des jeunes. Donc c'est très bien pour rester jeune, parce que les jeunes sont toujours en question, ils remettent tout en question. Même toutes les certitudes, ils veulent les exploser. Donc je suis vraiment quelqu'un qui doute. C'est pas toujours agréable à vivre d'être quelqu'un qui doute, mais je suis quelqu'un qui doute de tout, qui doute tout le temps. Mais je crois que ça fait avancer parce qu'on est toujours à la recherche de quelque chose. Et ce qui est bien dans notre monde, c'est de montrer qu'on est différent, c'est d'aller vers les différences, c'est de se dénoter et d'avoir cette espèce de langue d'appartenance. Parce que je vois quand je suis ailleurs dans le monde et que j'entends parler alsacien dans un aéroport ou même dans un club, parce qu'il y a des Alsaciens partout, ça fait vibrer, quoi. C'est comme un petit bout de chez soi. Et alors on peut aller vers les gens, on leur parle en alsacien, ou ils sont assis à côté de vous, et puis tout à coup vous leur parlez en alsacien, et pour eux aussi c'est wie kommen rar, wie sind rar, oh, das freut mich jetzt. Tu vois, c'est moi qui voyage beaucoup, au Maroc, à Marrakech, il y a beaucoup d'Alsaciens à Marrakech, et on se connaît, donc on se rencontre aussi. Moi je les rencontre là-bas, et alors il y a le Melfort, il y a même, je suis allée un jour chez Jackie, qui est de Bichulaire et qui a une maison d'hôtes là-bas. Il y avait le picon, il y avait même des knacks, il a des knacks au congélateur. Alors manger une knack avec un picon, ben, c'est important, je crois que... C'est pas que ça, l'Alsace, mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, c'est ça aussi. Et je crois que je suis encore beaucoup plus contente de manger une knack quand je suis à 3-4 000 km, parce que c'est un petit bout de pays. Ce sera tagine au poulet à Haguenau et knack à Marrakech. Voilà, exactement. Nous quittons Huguette et Haguenau pour plonger dans les eaux claires du barrage de Michelbach, tout près de Thann. Bonjour François. Bonjour Caroline. Et je vous fais la bise. Qu'est-ce que vous observez dans la longue vue? Donc là, je suis en train d'observer les oiseaux qui arrivent sur le site pour leur passage migrateur. Il est important ce barrage, François? Donc oui, ce barrage, il est très très important vu que on alimente quand même 260 000 habitants. Donc plus d'un tiers des habitants du Haut-Rhin ont l'eau de la Dolère. Donc la très bonne eau de Mulhouse serait l'eau de la Dolère. La très bonne eau, il n'y en a qu'une actuellement, il n'y en a qu'une. Il faut dire qu'avant les années 2000, on avait un mélange d'eau avec l'eau de la Hart. Depuis 2001, donc, nous avons uniquement l'eau de la Dolère. Cette eau a quand même eu son appellation en qualité eau de source.
François, alors quelle est la route de cette eau de la Dolère? Une fois qu'on récupère l'eau dans la Dolère au niveau de Sentheim, donc par la conduite gravitaire, on remplit notre barrage pendant la période hivernale et au début du printemps. Donc dès qu'on remarque qu'au niveau de Mulhouse, le niveau y baisse, nous on ouvre les vannes à Michelbach. Hormis votre fonction de technicien sur ce barrage, vous êtes un passionné d'ornithologie et on le comprend, c'est devenu une réserve naturelle. Aujourd'hui, on a du cormoran, des harlebièvres, je vous ai cité tout à l'heure. On a les goélands. Le monde des oiseaux ne vous déçoit pas. Nous, dès que nous avons classé le site en réserve naturelle volontaire, on a mis en place des radeaux de nidification, on a mis des perchoirs, on a isolé une partie de la presqu'île des Hêtres pour en faire une île, pour que pendant la période des hautes eaux, les oiseaux peuvent nicher tranquillement. Et cette réserve naturelle, les gens viennent de loin pour observer les oiseaux. C'est vrai, nous sommes devenus un petit peu une plaque tournante de l'Europe. Parce j'ai pas mal de collègues ornithologues qui viennent maintenant de la Suisse, de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique, de Hollande, même des Suédois qui parlent du plan d'eau de Michelbach. C'est une belle balade en tout cas. Venez ici au barrage du Michelbach, vous rencontrerez François, il vous présentera ses amis oiseaux. Je vous garantis un très très bon moment. À bientôt François. Merci beaucoup. Toujours en quête de balade en Alsace, je vous propose tout de suite de découvrir la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, version souterraine. Jean-François, vous êtes le président d'une association qui fait la promotion de ces mines et c'est important. Nous proposons 2 mines à la visite. Donc d'une part la mine Gabé-Gottes que nous exploitons en collaboration avec l'association Archéomines. Et d'autre part la mine Saint-Louis à Isentur. Bon alors pour monter à cette mine on a 1 kilomètre de grimpette donc on y va parce que Céline nous attend au sommet pour la visite de cette mine Saint-Louis. On y va? C'est prêt. Non, pas en sortant. Avant de rentrer quand même pour avoir une petite idée de ce qu'il faut chercher, s'il y en a encore. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, sans elle, on va être complètement perdu dans la mine. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette visite? Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Alors, on va essayer de découvrir en fait le travail des mineurs du XVIe siècle. On va essayer de mettre un petit peu dans la peau de ces gens-là. On va essayer de pas travailler, mais rien que le fait de rentrer dans un milieu inconnu et de voir ce travail, on a l'impression d'y être. Voilà. Explique-nous un petit peu où on est, la particularité de cette mine, la mine Saint-Louis. Alors cette mine en fait a été creusée en 1549, ils ont commencé sur le filon à creuser et cette mine en fait fait partie de tout un réseau. On a recensé à ce jour à peu près 1200 entrées de mines différentes et on a estimé qu'il devrait y avoir à peu près 300 voire 350 km de galeries sur tout le secteur. Mais c'est vrai que c'est le réseau le plus grand à ce jour encore à ce jour ouvert en fait. Qu'est-ce qui te fascine dans cette histoire des mines? Alors déjà c'est le public. Parce que c'est vrai que moi maintenant, à force, je connais un petit peu le milieu souterrain, mais c'est rien que l'impression qu'ont les gens quand ils rentrent et qu'ils découvrent ce travail. On ne voudrait plus rien avoir à faire avec ce travail aujourd'hui. La première fois que je suis rentrée ici, c'était une amie qui m'a emmenée il y a une dizaine d'années déjà. Et c'était tout nouveau, on n'osait pas trop effectivement parce qu'on ne se sait pas claustrophobe, mais quand même, il y a une petite crainte comme ça. Mais après, en fait, j'ai vraiment quand même rapidement eu au milieu l'impression de sécurité. Dans cette roche très dure, quand même l'impression de sécurité. Et puis d'histoire aussi, de grande histoire, longue histoire.
qu'est-ce qu'on cherchait ici? On venait principalement chercher du minerai d'argent. Alors dans le but de faire des pièces de monnaie, mais bien sûr, dans les filons, on va avoir un petit peu tout mélangé. Donc on va sortir aussi le minerai de plomb, de fer, de cuivre. On a pendant une période aussi cherché le cobalt, surtout au XVIIIe siècle pour la teinture textile, où on avait à ce moment-là de nouvelles techniques, donc par exemple la poudre noire. Mais sinon, on appelle ça des mines d'argent en fait, en général. Imaginez le mineur, sa journée entière, parce qu'il devait déjà venir à pied jusqu'ici, et après il restait 8 heures dans le froid, dans l'humidité, avec la peur éventuellement du diable, hein, parce que c'est un milieu il y a 500 ans qu'on ne connaissait pas, donc toutes ces superstitions, voilà. Tu t'es fait des petites frayeurs déjà quand tu étais dedans? Alors, quand on fait des animations particulières, effectivement, quand on est seul, on nous ramène le matériel, on parcourt les galeries avec le vent, ça résonne aussi quand on frôle les murs, alors on doit toujours se retourner, voir s'il n'y a personne derrière. Et effectivement, ouais, des petites frayeurs, il y en a quand même. Après, sinon, non, pas vraiment des choses dangereuses, mais plutôt voilà, des esprits, des choses comme ça, des fantômes, toujours un petit peu imagination comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette petite balade? C'était super, hein. Je trouve que c'est super comme promenade. On voit ce qui s'est fait avant au niveau du travail. Ça a été quand même un travail dur, hein, je pense, pour les mineurs, hein, parce que quand on voit comment les murs, les largeurs de courant, tout qui passe d'eau, ça ne va pas être agréable pour eux de travailler tout le temps là-dedans. Hein. C'est à eux qu'on pense quand on est là. C'est vrai, hein, on y pense, on se dit comment ils ont pu faire pour vivre là-dedans, parce qu'ils vivent là-dedans en pratiquement 8 heures. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour leur donner envie de te rejoindre sous terre? C'est quelque chose de complètement particulier qu'il faut découvrir, c'est l'aventure, hein, c'est vraiment le titre Aventure des mines, c'est exactement ça. Michel travaillait depuis 30 ans chez Lotus. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour ouvrir sa ferme auberge. Nous l'avons rencontré sur les hauteurs de la vallée de Münster. Oh, mais non, elle parle pas l'alsacien. Bonjour, madame. Voilà la vraie poule d'Alsace. Voilà, c'est un jeune sujet qui va finir dans la casserole parce qu'on a à charge à travers ça de représenter un peu le produit du terroir et essayer de faire un menu paysan à partir de cette race locale. Ici, on récolte les orties pour mettre dans la soupe. C'est exact, ouais. Oui. Nous, depuis qu'on est ouvert, on travaille beaucoup les plantes sauvages pour justement reprendre ce que les ancêtres avaient fait, qu'on avait oublié, et que d'autres personnes, depuis quelques décennies, se sont mis à remettre au goût du jour. Quand j'ai fait l'inventaire des prés qu'on a là, je me suis rendu compte qu'on avait toutes ces plantes. Que vous avez décidé de vous lancer dans cette ferme auberge à bras-le-corps il y a une dizaine d'années, alors que vous n'étiez pas du tout de ce milieu-là. C'est exact. Souvent je dis, je reprends ce qui m'appartient, c'est-à-dire je suis allé vers mon identité. C'est pas un vieux rêve de gamin, mais de gamin je voulais être paysan. Et je me suis promis et juré que je ne quitterais pas cette planète sans avoir été paysan. Ça c'est Tatane, avec Alia. Quand vous êtes arrivé, les prés n'étaient pas comme ça. Non. Tout était un peu surpâturé, surexploité. Et au fil des années, l'idée c'était de refaire vivre ces prés, tout en sachant que dans le sous-sol, il y a matière à le faire, quoi. Et au fil des années, au bout de 9 ans, on est arrivé à retrouver des prés de montagne extraordinaires avec toute sa variété de flore qui entraîne après toute une faune qui vient dessus. C'est vraiment génial. Personnellement, j'en suis assez fier d'avoir réalisé ça et d'avoir laissé faire la nature telle qu'elle demande à ce que ça soit fait et qu'on le respecte tel quel, et on travaille avec ce qu'on a. Et ensuite, il faut s'asseoir à table sans savoir ce que vous allez manger. Il n'y a pas de menu, c'est l'humeur du chef, de la chef cuisinière. Ouais, c'est l'humeur du climat, c'est en fonction des températures, c'est en fonction de ce que la nature nous donne à l'extérieur, en fonction de nos propres envies souvent. Et là, il faut
une fois dans sa vie, il faut savoir se laisser surprendre ou pour une fois, vous ne programmez rien du tout. C'est nous qui programmons pour vous. On vous accueille pour que vous soyez heureux ou heureuse et laissez-vous faire. Chez le paysan, on met les pieds sous la table. Nous quittons les hauteurs de Saint-Bernard pour retrouver toute la bande de Saut-Devant, l'association des chasses urbaines à Strasbourg. Bonjour messieurs, comme ils sont grands, vous allez tout savoir sur les échasses urbaines. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes le président de Saut-Devant. Saut-Devant, voilà. Saut-Devant et chasses urbaines, la première et seule association pour l'instant des chasses urbaines en Alsace. Et là, nous sommes actuellement 13 dans l'association. C'est parti d'Allemagne, ces échasses. Le concepteur de cet objet s'est inspiré des prothèses pour les handicapés. On n'a que 2 points d'appui, alors que quand on est à pied, on en a 4, les 2 talons et les 2 pointes. Là, on est tout le temps obligé d'être en mouvement, ou alors d'avoir un 3e point d'appui, comme toi. Voilà, je suis son point d'appui aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dessus? Alors surtout, sensation d'adrénaline, c'est ça qui est excellent. Quand on saute, on a l'impression de voler en fait. Qu'est-ce que tu fais quand tu prends tes échasses, tu sors de chez toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors en général, je vais faire une balade avec des copains en échasse toujours, s'amuser et puis montrer un peu le sport aux Strasbourgeois. Oui, parce que vous êtes des vrais stars. Quand vous venez, on est place Kléber là à Strasbourg, on se fait arrêter toutes les 2 minutes. On peut draguer les filles aussi. Ça marche très très bien. Il paraît que c'est très facile, qu'en 5 minutes on peut déjà marcher, c'est vrai? Exactement, ça dépend des gens. Il y en a, ils mettent un petit peu moins de temps, d'autres 5 minutes. Et certains, pour les moins doués, un petit peu plus. Alors le tout, c'est de garder les jambes assez écartées, de pas être en canard pour pas trébucher, et de regarder devant soi. Parce que si on regarde ses pieds, on est sûr de piquer la tête en avant. Et donc après, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un pour soutenir, hein, pour donner des conseils. Le tout, c'est de trouver l'équilibre. Ça se trouve assez rapidement d'ailleurs. Et voilà, on peut marcher. Décidément, notre belle Alsace est vraiment pleine de richesses. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, jetez donc un petit coup d'œil sur notre site internet www.alsacevin.tv. Ciao!